À l'écoute des radios Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13 heures. Un an après la signature de la charte instituant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président de la Confédération, colonel Assimi Goïta, s'est adressé au peuple de l'espace AES. Il a décliné les grandes lignes du triptyque diplomatie, économie et lutte contre l'hydroterrorisme. À suivre l'adresse dans un instant. Hier soir, les musulmans du Mali ont célébré la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Maouloud 2024, c'est l'union des prières et des cœurs pour le retour de la paix et de la cohésion nationale. À suivre la réaction du ministre en charge des Affaires religieuses. Notre dossier de ce lundi nous parle aussi de religion avec la prière, mais la prière appelée Djamou. Pourquoi et dans quelles situations et conditions on peut la pratiquer? Koumba Sissako nous en parlera. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, c'est la rentrée des classes pour les députés et les sénateurs après 3 mois de suspension. Sur la table, le budget du pays et puis l'Europe centrale et orientale sous les eaux après le passage de la tempête Boris qui a fait des ravages en laissant derrière elle des dégâts énormes. Aux États-Unis, hier, nouvelle tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump. Un suspect a été arrêté et Donald Trump a appelé ses partisans à ne pas céder à la panique. En sport, on parlera essentiellement football avec le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Juniors qui se déroule du côté du Libéria. Il sera également question de la Supercoupe colonel Assimi Goïta et le retour triomphal des basketteuses et basketteurs couronnés rois d'Afrique en Afrique du Sud. C'est dans quelques minutes à Bamako. Toute l'actualité sportive, ce sera avec Fotiki Tunkara. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Je vous le disais dans les titres. Tout d'abord, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. 16 septembre 2023, 16 septembre 2024, il y a de cela un an que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako Gourmand, instituant une nouvelle alliance entre ces trois États appelée Alliance des États du Sahel. L'objectif principal est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle pour répondre aux défis sécuritaires dans la région. Et le 6 juillet dernier au Niger, les trois chefs d'État ont décidé de passer à une étape supérieure en créant la Confédération des États du Sahel au cours d'un sommet à l'issue duquel le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été désigné comme président de la Confédération pour une année. À l'occasion donc du premier anniversaire de la signature de cette charte, le président, le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, s'adresse au peuple aidé dans tout l'espace AES suivant. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte du Liptako Gourmand, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes
et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ce traité marque notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir
notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. C'était là le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel à l'occasion de l'an 1 de la Confédération. Il s'est exprimé pour les peuples et tout l'espace AES, la Confédération des États du Sahel, qui a 1 an depuis la signature du traité du Liptako-Gourma qui a institué la Confédération. Sur un tout autre sujet, la communauté musulmane de Mali a célébré hier soir dans la communion et dans la fraternité le Mawloud qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette nuit de recueillement et de bénédiction a été magnifiée par les fidèles musulmans qui ont pris d'assaut les lieux de prêche. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a fait le tour de plusieurs lieux de prêche dans la capitale, occasion pour le docteur Mohamedou Kone de saluer les leaders religieux fidèles pour leur engagement pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Écoutons un extrait de son intervention. Il est au micro de Aridou Matina. Magnifier à la communauté musulmane qui célèbre le Mawloud la joie, la fraternité de l'État envers cette communauté pour le travail abattu et l'effort fourni par cette communauté musulmane. La communauté musulmane au Mali est une communauté qui œuvre dans le sens du développement du pays. C'est une communauté qui est là pour œuvrer dans le cadre de la solidarité. Nous sommes dans la semaine de la solidarité et la semaine de réconciliation. La tournée que nous faisons, c'est avec l'intérêt que nous accordons à la religion musulmane. Les musulmans ne sont pas négligés au Mali et ils ne doivent pas être négligés au Mali comme d'autres religions et comme toute la population malienne.
Le docteur Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, hier soir, lors de sa tournée pour la célébration du Maouloud qui consacre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Kita, dans la capitale de l'Arachide. Les fidèles musulmans, à l'instar de plusieurs autres du pays, ont également célébré la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils sont venus de toutes les communes de la région de Kita. C'est d'où nous appelle Mohamed Ali Oubari. Accompagné par les autorités administratives politiques et les leaders religieux de Kita, le chef de l'exécutif régional s'est rendu dans certaines mosquées de la capitale de l'Arachide pour constater le bon déroulement de Maouloud 2024. Dans les mosquées et lieux publics, tous les musulmans ont prié pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Youssouf Namaran Keita, grand imam de la mosquée de Kita. Inch'Allah, un jour nous allons dire Dieu merci au Mali. Pour ce Maouloud, nous avons fait des bénédictions. Saïd Sherif Aruna Aïdara, fils du guide des Ansardines. Nous sommes très heureux de la célébration de Maouloud 2024 à Kita, qui est un grand jour pour tous les fidèles musulmans. Pendant cette nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les prêcheurs de la grande mosquée de Sebougouni, en passant par celle de Koflabé de la mosquée de Kita-Gar, Liberté d'Al-Salam et au terrain de Liberté avec les Ansars, ont édifié l'assistance sur le pourquoi de la célébration du Maouloud. Alaoui Keita, secrétaire général du Haut Conseil islamique de Kita. Nous, les fidèles musulmans, la célébration de sa naissance est une grande fierté pour tout bon croyant et elle ne doit pas passer inaperçue. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons demandé des bénédictions pour notre pays, pour nos plus hautes autorités, afin que Allah les rassure la clairvoyance nécessaire pour mener à bon port notre pays et notre nation. Dans tous les grands lieux visités par le chef de l'exécutif régional, les fidèles ont prêché pour l'unité et la paix dans notre pays. Kita, Mohamed Ali Oubari, Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Restons toujours avec la religion musulmane pour parler de prière qui est le deuxième pilier de cette religion. Et donc, il doit être accompli au temps indiqué comme l'exigent les préceptes de l'islam. Cependant, des exceptions demeurent dans la prière, dans la religion musulmane, quant à l'application et au respect des règles de la prière. Il s'agit des cas de voyage ou de pluie où certaines prières peuvent être regroupées en une seule période. Ce groupage de prières est appelé Jamou en arabe, qui est assez pratiqué pendant l'hivernage. Quels sont les critères de cette pratique spéciale ou Jamou? La réponse, ça, c'est dans ce dossier signé Kouma Sissako. J'aime beaucoup les Jamou et je veux le pratiquer à chaque fois que les conditions l'exigent. Parole de Sanoussi Keita, un fidèle musulman. Comme lui, d'autres fidèles également apprécient cette pratique. Ils sont nombreux les fidèles qui se précipitent pour se rendre à la mosquée quand il y a les Jamou. Ce regroupement de deux prières consiste à accomplir directement l'une après l'autre, comme par exemple la prière du crépuscule Maghreb avec celle de la soirée Isha. Sanoussi Keita, fidèle musulman. J'aime beaucoup les Jamou car Dieu nous a fait cette faveur pour faciliter son adoration. Mon souhait est qu'on les fasse tous les temps. Salif Sidibé, fidèle musulman. J'apprécie beaucoup cette disposition qui est le Jamou. C'est une des facilités de notre religion dont nous ne devons pas nous en priver car il y a des situations climatiques qui font souvent qu'il est difficile pour les musulmans de se retrouver. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné à tue-tête. C'est mûrement réfléchi. Tout comme ses deux fidèles, Abdoulaye Tolofoudje pense aussi que le Jamou est une bonne idée et il se sent à l'aise. Ça fait du bien quand même par rapport aux autres prières. On se sent à l'aise même. Quand on sort dans la pluie, tout peut arriver. Si pour les fidèles musulmans, le Jamou est un bonus dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Abdallah Maïga nous donne des éclairages quant aux critères de ces prières particulières. En islam, il est permis aux musulmans, selon certaines circonstances, d'effectuer ce qu'on appelle le jama'. En arabe, ça vient du mot jama'a yajma'u, c'est-à-dire regrouper. Et il s'agit de faire deux prières au même moment. La prière de Zuhur, par exemple,
qui est la prière de l'après-midi, et une fois fini, de procéder à la prière de Asr immédiatement, qui est la prière du soir, ou encore de faire la prière de Isha juste après avoir effectué la prière du crépuscule. Les critères du Jamou déclinés par Imam Abdallah Maïga n'autorisent pas la personne qui prie à la maison, seul ou en groupe, de le pratiquer. Maintenant, quelqu'un qui est à la maison, qui n'est pas dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison qui l'autorise de faire Jamou et puis il n'est pas malade ni rien du tout. Le Jamou a été pratiqué par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses conditions sont nombreuses, au dire de l'imam Abdallah Maïga. Parmi ces conditions-là, on peut citer le cas du voyageur. Quelqu'un qui est en route pour voyager avant d'arriver à destination, si il parcourt une certaine distance, il a le droit de regrouper les prières. Aussi, le malade, quelqu'un qui est souffrant, l'islam l'autorise également à regrouper les prières. Il y a maintenant le troisième cas qui est les contraintes majeures. Par exemple, les cas de musulmans qui se trouvent dans la mosquée. Dehors, il pleut, il y a la boue, il y a le noir. Alors en ce moment, l'imam décide de procéder au jamou, au regroupement des prières. Si le jamou est prisé par bon nombre de fidèles, il n'en demeure pas moins que des incompréhensions peuvent exister quant à l'appréciation de ces critères. Dans cette situation, l'imam Abdallah Maïga nous explique ce qui doit être le comportement des fidèles au cas où leur imam n'applique pas le jamou. Alors, si l'imam décide de ne pas faire jamou un jour à la mosquée, il doit avoir ses raisons. Nos imams connaissent la religion mieux que quiconque. Donc, on ne doit pas se rebeller et s'élever pour décider de faire son jamou. Cela va amener les deux ordres dans la mosquée. Alors, il est préférable, après avoir regroupé les prières, que chacun rentre chez soi. Celui qui a envie de continuer les nafilas va aller faire chez lui tranquillement. Oui, la patience. Car même si le jamou est permis en islam, il faut d'abord que toutes les conditions soient réunies pour l'appliquer. En tous les cas, son application ou non relève de la volonté de l'imam, qui est le premier responsable spirituel de chaque mosquée. Et c'est vous Traoré, celui qui assure la mise en ligne de ce journal, les adeptes du jamou. Il est 13h20. Actualité hors du Mali au Togo. Plusieurs organisations de la société civile étaient en meeting de sensibilisation hier à Vaughan, à une cinquantaine de kilomètres de Lomé, la capitale. Ces organisations continuent de se mobiliser contre la nouvelle constitution qui a été promulguée par le président Faure Gnassingbé le 7 mai dernier après l'adoption par les députés. Il instaure un régime parlementaire et supprime donc l'élection présidentielle au suffrage direct. En République démocratique du Congo, ce lundi, c'est le jour de la rentrée des classes pour les parlementaires et c'est Vital Kamere au perchoir de l'Assemblée nationale et Jean-Michel Samalou Kondé à la tête du Sénat que les parlementaires congolais vont d'abord plancher sur le budget 2025. Un avant-projet qui a déjà été adopté récemment en Conseil des ministres. Les travaux des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat reprennent après 3 mois de suspension. Cette session devrait se terminer aux alentours du 15 décembre prochain. En Tunisie, la campagne électorale pour la présidentielle a débuté ce week-end. Prévue pour le 6 octobre prochain, elle verra s'affronter 3 candidats alors que le bras de fer se poursuit entre le tribunal administratif qui a sommé l'institution en charge des élections d'accepter 3 autres candidatures supplémentaires. Parmi ces 3, les 3 candidats encore en lice, selon le tribunal administratif, restent le président sortant Kais Saïd, Zouer Mangzawi et Ayashi. Et puis, en Europe, après le passage de la tempête Boris, dont les rafales de vent ont atteint par moments plus de 100 km/h, le bilan matériel et humain est colossal pour l'Europe centrale et orientale. Les sauveteurs sont toujours ce lundi à pied d'œuvre pour tenter de porter secours aux habitants sinistrés à la frontière polono-tchèque. La Tchéquie fait partie des pays qui continuent de faire face aux inondations en ce lundi. La tempête Boris a touché également l'Autriche où un pompier est décédé lors d'une intervention. 2 personnes ont déjà perdu la vie en Pologne. Des autoroutes, des chemins de fer ont été submergés. Un pont a été arraché et certains barrages ont débordé. Des milliers de personnes ont déjà été évacuées et les évacuations vont se poursuivre en Europe centrale toute
la semaine. Toujours, parlons des catastrophes naturelles. En Chine, Shanghai, la capitale économique du pays, a été frappée ce lundi matin par le typhon Bebinka, le plus fort depuis 1949. Les vents violents et les pluies torrentielles provoquant l'annulation de vols et l'évacuation d'habitants. D'abord passé par le Japon, le typhon Bebinka a touché terre à Shanghai avec plus de 1800 arbres arrachés à terre et 30 000 foyers privés d'électricité, selon le service d'information municipal de Shanghai. Au total, 414 000 habitants de Shanghai ont été évacués et plusieurs dizaines de milliers de personnes d'urgence sont prêtes à être déployées si nécessaire. C'est le plus puissant typhon à Shanghai depuis 1949. Enfin, aux États-Unis, une nouvelle tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump. Pour le moment, un homme a été placé en garde à vue, mais le Secret Service a reconnu ne pas être sûr que l'homme ait pu tirer sur les agents de protection de Donald Trump et même ouvert le feu vers l'endroit où jouait Donald Trump au golf. Cependant, cette nouvelle tentative d'assassinat a de quoi relancer le débat sur les difficultés posées par la sécurisation de l'ancien président, qui a d'ailleurs appelé ses partisans à ne pas céder à la panique. Dans un instant, la page sport. Sacré champion d'Afrique de basket junior, les équipes nationales filles et garçons du Mali retournent ce lundi au Bercail. Le public a été invité à leur réserver un accueil chaleureux et digne de leurs prestations. En football, tournant zone A de l'UEFOA pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations juniors qui a donné hier son coup d'envoi au Libéria, et en ce moment même le Mali affronte le Sénégal pour sa première sortie, et en Ligue des champions d'Europe, la phase de groupe démarre demain mardi. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara. De retour d'expédition en Afrique du Sud, où elles ont été sacrées championnes d'Afrique de basket junior, les sélections nationales filles et garçons du Mali regagnent les Bercail cet après-midi à partir de 14h à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. La victorieuse délégation sera triomphalement accueillie au salon d'honneur par les autorités maliennes. Dans un bain de foule, le cortège prend la direction de la ville et sera conduit en grande pompe par le public sportif vers le palais des sports Salamatou Maïga. À l'arrivée du cortège au niveau du monument de la paix, les rois et les reines d'Afrique du Mali seront royalement escorté par la cavalerie jusqu'au palais des sports Salamatou Maïga à Assey 2000, où est prévue une cérémonie d'accueil à la dimension de leur exploit. À cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, invite le public à sortir massivement pour leur réserver un accueil chaleureux digne du rang des champions d'Afrique. Pour rappel, le Mali a remporté samedi les trophées filles et garçons de l'Afrobasket U18 à Pretoria en Afrique du Sud. Tournoi U20 de la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football. Notre pays effectue sa première sortie au compte de la première journée du groupe B. Le Mali joue contre le Sénégal. Une victoire pour les Aiglons dans ces matchs au sommet du groupe B leur permettra de prendre le meilleur départ dans ce tournoi et de se mettre en pole position pour les demi-finales. Au compte de la deuxième journée jeudi, le Mali devait en principe affronter la Mauritanie qui s'est désistée. À travers un communiqué, l'UFOA a annoncé samedi que la Mauritanie a décidé de se retirer du tournoi la veille du démarrage. Le deuxième match des Aiglons sera finalement celui qui était le troisième au programme initial. Le Mali va rencontrer la Gambie dimanche le 22 septembre à 16h. En match d'ouverture hier, le Libéria, pays hôte, a battu la Guinée-Bissau par le score d'un but à 0. Caridas de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Les demi-finales commencent ce lundi. Cet après-midi à 16h au stade Mamadou Konaté, Bamako jouera contre le CNT. La deuxième demi-finale oppose demain mardi Koulikoro à Ségou, toujours au stade Mamadou Konaté à 16h. Les vainqueurs de ces deux demi-finales vont naturellement s'affronter en finale samedi le 21 septembre prochain. En Ligue des champions d'Europe de football, la phase de poule démarre ce mardi avec 6 rencontres au programme. Le choc de cette première partie de la première journée sera sans nul doute la confrontation AC Milan-Liverpool au stade San Siro à 19h. Le reste du programme prévoit Juventus PSV Eindhoven à 16h45, Young Boys de Berne Aston Villa à 16h45 également, Bayern Munich Dynamo Zagreb à 19h, Real Madrid Stuttgart à 19h et Sporting Lisbonne Lille à 19h. Il est 13h27 à Logo-Kakoulou, dans la région de Caille, même heure également, à Dramane, toujours dans la région de Caille. Ce journal s'achève, il vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde, Astan Kamara, mise en ligne, Badi Touré, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, vous serez en compagnie de Koumba Sissé, bonne suite d'écoute radiophonique. Restez sur vos positions d'écoute dans un instant, les avis et communiqués. Nous vous souhaitons une très bonne fête de Mawloud. Prions pour la paix dans notre pays.
Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt sur les antennes de Radio Mali. Au revoir, bonne semaine à toutes et à tous.